Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film culte de Monsieur Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Orange Mécanique, Clockwork Orange en anglais, est un film d'anticipation britanno-américain écrit et réalisé par Stanley Kubrick, sorti sur les écrans en 1971. Adapté du roman d'Anthony Burgess, L'Orange Mécanique et Clockwork Orange, dans son édition originale britannique de 1962, il est à classer dans les films d'anticipation, mais il peut également se voir comme une satire de la société moderne. Ici, c'est la vision d'une cité urbaine où les jeunes ont pris le pouvoir qui est présentée aux spectateurs. Le film est ainsi un peu futuriste, très violent, très psychologique, avec un côté drôle et parfois dramatique. Dans ce film, Stanley Kubrick semble surtout privilégier le climat malsain et dérangeant qui se dégage, ainsi que le côté viscéral plutôt que la violence visuelle. Alex Delarge, un sociopathe et violeur qui s'intéresse à la musique classique et à l'ultra-violence, dirige un petit gang de voyous, Pete, Georgie et Dim, qu'il appelle les Drogies. En russe, drog signifie ami ou camarade. Le film est la chronique de l'action criminelle du gang, puis de la tentative de réhabilitation d'Alex via un conditionnement psychologique controversé. Alex narre à la première personne l'action du film dans le langage natsat, un argot anglo-russe inventé par Anthony Burgess. Stanley Kubrick décrit son film en décembre 1971 dans le Saturday Review comme une satire sociale, traitant de la question de savoir si la psychologie comportementale et le conditionnement psychologique sont de nouvelles armes dangereuses pouvant être utilisées par le gouvernement totalitaire qui chercherait à imposer un vaste contrôle sur ses citoyens et à en faire à peine plus que des robots. En 2020, Orange Mécanique a été sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. En 2008, c'est l'American Film Institute qui l'a placé à la 4e place des 10 meilleurs films de science-fiction américains. L'affiche du film a été créée par le peintre Philip Castle et le designer Bill Gold. En résumé, en Angleterre, dans un proche avenir, Alex Delarge, Malcolm McDowell, jeune délinquant passionné par la musique de Beethoven, qu'il appelle la plupart du temps Ludwig van, spécialement la 9e symphonie, est obsédé par le sexe. Des parties de ça va, ça vient, dit-il, et adepte de la violence, ultra-violence dans son jargon. Il a une dégaine élaborée avec son chapeau melon et de fossiles en pâte d'araignée sous un œil. Alex est le chef d'une bande des Droogs ou Drogies qui se compose de Pete, Michael Tarn, Georgie, Jem Marcus et Dim, Warren Clark. Ils font partie d'une des nombreuses bandes de jeunes qui évoluent dans un univers urbain décadent. Ils s'expriment dans un argot anglo-russe auquel l'auteur du roman Anthony Burgess a donné le nom de natsat, le mot droug faisant ainsi référence à happy, ami en russe, servi en korova milk bar, leur boisson préférée, et le moloko, plus le lait en russe, un lait drogué au speed. Après s'en être intoxiquée, la bande s'engage dans une nuit d'ultra-violence. Elle commence par tabasser un vieux vagabond, Paul Farrell, puis se bat contre une bande rivale menée par Billy Boy, Richard Connaught, qui vient d'agresser une fille, Shirley Schaff. Enfin,
elle vole une voiture, une Durango 95, et conduit au mépris du code de la route vers la maison de campagne de l'écrivain F. Alexander, Patrick McGee. Ce dernier est battu avec une telle violence qu'il en restera paraplégique à vie. Masqué à l'instar de ses complices, Alex viole la femme d'Alexander, Adrienne Corey, en chantant Singing in the Rain. Le lendemain, alors qu'il reste lui plutôt que d'aller en cours, Alex reçoit la visite de son contrôleur judiciaire, Mr. Pierre Deltoïde, Aubrey Morris, qui le met en garde contre lui-même et sa violence. Alex n'a que faire de ces remarques et préfère aller chez le disquaire où il aborde 2 filles qui l'emmènent chez lui. Sonietta, Gillian Hills, et Marty, Barbara Scott. Alex couche avec elle dans une scène montrée en accéléré sur une musique de Beethoven. Après les événements de la nuit, Alex et ses droogs se retrouvent. Les droogs font part de son mécontentement et exigent un partage plus équitable du butin, ainsi que de se lancer dans des vols de plus grande envergure. Alex, sentant son ascendant sur eux lui échapper, attaque par surprise ses comparses et les jette dans un bassin. Cette scène est montrée au ralenti. La nuit suivante, Alex investit le manoir d'une riche femme au chat, Myriam Carlin, qui collectionne les œuvres d'art érotiques. Pendant que ses droogies attendent devant la porte, Alex frappe la femme avec une statue en forme de phallus et l'assomme. Entendant les sirènes de la police, Alex tente de s'enfuir, mais il est trahi par ses droogs. Dim le frappe au visage avec une bouteille de lait, le laissant chancelant et provisoirement aveugle. Alex est interpellé et malmené par la police. À ce moment, M. Deltoïde arrive et annonce à Alex que la femme vient de mourir des suites de ses blessures, faisant de lui un meurtrier, et il lui crache au visage. Au tribunal, Alex est alors condamné à 14 ans de réclusion criminelle et incarcéré sous le matricule 655-321. 2 ans plus tard, le ministre de l'Intérieur, Anthony Sharp, effectue une visite dans la prison et cherche des volontaires pour expérimenter la technique Ludovico. Dans l'espoir de sortir de prison, Alex se porte volontaire pour tester cette thérapie révolutionnaire d'une durée de 2 semaines. Financé par le gouvernement dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la délinquance, le traitement est fondé sur un principe semblable à celui des réflexes de Pavlov, consistant en une thérapie par aversion. Il s'agit pendant 15 jours d'amener Alex attaché à un fauteuil avec un appareillage qui le force à garder les yeux ouverts à l'aide d'un paire de blaireausphates, à associer certains stimuli, des scènes de violence ou de sexe projetées sur un écran qu'il est forcé de regarder, aux douleurs provoquées par les drogues qu'on lui administre au cours de ce traitement. Lors d'une des séances est projetée une série de scènes de l'Allemagne nazie dont la bande-son est la symphonie numéro 9 de Beethoven. L'admiration d'Alex pour ce chef-d'œuvre musical se mue paradoxalement en une profonde aversion, montrant l'évidente efficacité du traitement. Après 2 semaines de technique Ludovico, le ministre de l'Intérieur organise une démonstration pour prouver qu'Alex est guéri. Ce dernier révèle incapable de riposter physiquement à l'attaque d'un acteur, John Clive, qui le provoque et l'insulte. Alex tombe pareillement malade dès qu'il ressent le désir de violer l'actrice dévêtue, Virginia Westrel, qui se présente devant lui. Bien que l'aumônier de la prison, Godfrey Gugley, proteste en arguant qu'il n'y a pas de moralité sans choix, le directeur de la prison réplique qu'ils ne sont pas intéressés par les questions d'éthique ou philosophiques, mais seulement par le souci d'enrayer les crimes. Après sa remise en liberté, Alex apparaît totalement inadapté et sans défense face à ses semblables. Tous ses biens ont été saisis par la police pour dédommager les victimes. Ses parents ont loué sa chambre à un étranger, Joe, Clive Francis, qui lui exprime son mépris. En outre, son serpent domestique est mort durant sa détention. Devenu sans logis, Alex rencontre le vagabond qu'il avait auparavant passé à tabac. Celui-ci et d'autres clochards lui infligent une sévère correction jusqu'à l'intervention de Jim et Georgie, reconvertis en policiers depuis son arrestation. Profitant de son impuissance, les 2 anciens droguisent le noient à moitié tout en le rouant de coups. À bout de force, il se réfugie chez un homme qui s'avère être encore une de ses anciennes victimes, l'écrivain F. Alexander.
L'homme à tout faire de ce dernier, Julian, David Prowse, le récupère évanoui à la porte d'entrée. Monsieur Alexander ne reconnaît pas Alex comme son agresseur car ce dernier était masqué lors de l'attaque. Mais il a lu son histoire dans les journaux. Il veut s'en servir comme d'une arme médiatique pour affaiblir le gouvernement en place en dénonçant ses procédés totalitaires. En effet, M. Alexander pense que la technique Ludovico est un pas de plus vers le totalitarisme par la maîtrise des consciences. Alors que M. Alexander appelle au téléphone ses amis conspirateurs, il entend Alex entonner Singing in the Rain dans son bain. Le traumatisme de l'agression lui revient en mémoire et il identifie son hôte comme l'un de ses agresseurs. Avec l'aide de ses amis, Mr. Alexander, qui a drogué le repas qu'il a préparé pour Alex, cherche à lui parler davantage lors du dîner pour comprendre les conséquences du traitement de celui-ci. L'écrivain décide de faire d'une pierre deux coups en utilisant la sensibilité d'Alex à la 9e symphonie pour le pousser au suicide. De cette manière, il compte venger l'agression qu'il a subie tout en faisant ensuite attribuer cet acte à la cure critiquée. Mr. Alexander drogue Alex, l'enferme dans une chambre à l'étage et fait jouer la 9e symphonie à travers le plancher. Alex finit par se jeter par la fenêtre, mais la tentative de suicide échoue et il est finalement sauvé et pris en charge par le ministre de l'Intérieur. Alex se réveille à l'hôpital, un psychiatre lui fait passer une série de tests psychologiques et il s'avère qu'il a retrouvé son appétence pour la violence et le sexe. Dans le même temps, il fait part à un psychiatre de rêve qu'il a fait à demi-conscient pendant sa convalescence, dans lequel les médecins lui farfouillaient le cerveau. Visiblement embarrassé, le psychiatre élude la question, ce qui laisse sous-entendre qu'Alex a probablement fait l'objet d'opérations cérébrales dans le but d'éradiquer les effets du traitement Ludovico. Le ministre de l'Intérieur arrive dans la chambre du convalescent, s'excuse et lui apprend que M. Alexander a été mis à l'abri. Il lui offre ensuite de prendre soin de lui grâce à un travail bien rémunéré. En contrepartie, Alex doit revenir le chargé des relations publiques du parti au pouvoir en vue d'atténuer l'image déplorable du gouvernement auprès de ses électeurs à la suite de cette affaire. Comme signe de bonne volonté, le ministre fait installer une chaîne stéréo dernier cri jouant la 9e symphonie dans sa chambre d'hôpital. Tandis que la presse immortalise l'événement, Alex visualise un fantasme où il copule avec une jeune femme, Katia Wyeth, dans la neige, entourée d'une foule vêtue à la vogue de l'époque de Beethoven. Malgré ses pensées lubriques et la musique du compositeur allemand, il ne ressent plus aucune douleur physique. Alex conclut en voix off : « Oh oui, j'étais guéri pour de bon. » Voilà le résumé du film. Donc, la réalisation, on a Stanley Kubrick. Au scénario, on a toujours Stanley Kubrick d'après le roman d'Anthony Burgess. À la musique, on a Wendy Carlos sous le nom de Walter Carlos. Au costume, on a Milena Canonero. Société de distribution Warner Bros, Polaris Productions et Hulk Film. Et distribution, c'est Warner Bros. Le budget est de 2,2 millions de dollars. Il a été tourné en couleur 35 mm 1/66e son monophonique. C'est un film d'anticipation, science-fiction, dramatique, thriller, d'une durée de 136 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 19 décembre 1971, en avant-première, le 2 février 1972 en sortie nationale, le film étant classé X. En France, le 15 mai 1972, et le film étant interdit aux moins de 18 ans. En France, il fait 7 600 000 entrées, et dans le monde entier, 26 589 000 dollars. D'après Anthony Burgess lui-même, le titre Orange Mécanique vient d'une vieille expression cockney, « He's the queer as the clockwork orange ». Il est bizarre comme une orange mécanique, c'est-à-dire très étrange ou inhabituel. En Malaisie, où Burgess a travaillé, orang signifie
signifie également un être humain qui a donné orang-outan. Et cette connotation existe dans le mot, de même que l'anagramme organe. Le terme orange est d'ailleurs repris dans le vocabulaire Natsat dans sa signification homme. Le titre pourrait donc aussi signifier l'homme mécanique, ce qui décrirait l'état d'Alex après sa thérapie. L'adaptation cinématographique du roman Orange Mécanique, paru en 1962, est presque accidentelle. Le scénariste Terry Suzerne n'en a Kubrick un exemplaire du roman, alors que ce dernier travaille au développement d'un projet sur Napoléon Bonaparte. Kubrick le met de côté et s'en désintéresse. Peu de temps après, le film sur Napoléon est abandonné. Kubrick se met à lire le roman et l'effet est immédiat. Au sujet de son enthousiasme pour le roman, Kubrick explique « J'étais excité pour tout ce qui touchait au sujet, le scénario, les idées, les personnages, et évidemment le langage. La grille de lecture, évidemment, se fait sur plusieurs niveaux, politique, sociologique, philosophique, et c'est ce qui est le plus important, la symbolique psychologique onirique. Kubrick était un script fidèle au roman, dont il dira « Je pense que tout ce que Burgess avait à dire sur l'histoire est dit dans le livre, mais j'ai inventé quelques effets narratifs utiles et refaçonné quelques scènes. » Kubrick a bâti son script à partir d'une édition américaine plus courte que l'original, à laquelle il manque le chapitre final, qui sera restauré en 1986. Kubrick était un perfectionniste, il effectuait des recherches méticuleuses à l'aide de milliers de photographies prises sur les lieux de tournage potentiels et tournait des plans à de nombreuses reprises. Cependant, pour Malcolm McDowell, Kubrick réussissait souvent à voir le plan assez tôt, ce qui limitait le nombre de prises. Le tournage a eu lieu entre septembre 70 et avril 71, cette durée faisant d'Orange Mécanique le film de Kubrick le plus rapidement tourné. Techniquement, pour créer les effets fantastiques et le côté onirique de l'histoire, il tourne avec des optiques de très grands angles, telles que la Kinoptique TGA 9,8 mm pour des caméras à reflex de 35 mm, et il utilise des effets de ralenti ou d'accéléré pour montrer la nature mécanique de la scène de sexe dans la chambre au coucher ou pour styliser la manière du film de Toshio Matsumoto, Funeral Parade of Roses, en 1969. Malcolm McDowell est choisi pour le rôle d'Alex après que Kubrick l'a vu dans If. Alors qu'il travaille sur les costumes, McDowell dit à Kubrick qu'il a son costume blanc de joueur de cricket dans sa voiture. Kubrick lui demande de lui montrer, tandis que McDowell s'habille. Kubrick voit le suspensoir, la coquille, et lui dit de le mettre par-dessus le pantalon. Ça sera l'origine du costume des Droogs. Durant la scène de la technique de Ludovico, McDowell se blesse à la cornée à cause des pinces en métal et est temporairement aveugle. Le docteur qui se trouve à ses côtés durant la scène lui verse une solution saline dans ses yeux ouverts de force, est en réalité un vrai médecin, le docteur Gundry, ayant pour but de lui hydrater les yeux. McDowell a plusieurs côtes cassées durant la scène d'humiliation sur la scène de théâtre. Un effet spécial unique est utilisé lorsqu'Alex saute à travers la fenêtre lors de sa tentative de suicide et donne l'impression au spectateur qu'il s'écrase sur le sol en s'approchant de la caméra jusqu'à la collision finale. Cet effet est obtenu en faisant tomber une caméra Newman Sinclair dans une boîte avec une lentille Kinoptique 9,8 grossissante du 3e étage de l'hôtel Chorus, et à la surprise de Kubrick, la caméra résiste à 6 prises. Les figures féminines dans le Korova Milk Bar sont inspirées du travail du sculpteur Allen Jones. Les peintures à caractère érotique que l'on aperçoit dans la maison de la femme au chat sont de Corellis McKink. À l'hôpital, dans les articles de journaux traitant de la tentative de suicide d'Alex, on peut lire le nom de Burgess, identique au nom de l'auteur du roman, Anthony Burgess. Lors de la scène du viol, Malcolm McDowell, Alex Delarge, a choisi de chanter Singing in the Rain parce qu'il s'agissait de la seule chanson dont il connaissait les paroles par cœur. Lorsqu'Alex se range chez le disquaire, on peut clairement voir la pochette du LP de la bande originale de 2001 l'Odyssée de l'espace, le film précédent de Stanley Kubrick.
Quand Alex est roué de coups par les mendiants et revoit ses anciens amis, Georgie et Dim, qui sont devenus policiers, Dim à gauche porte le numéro 665 et Georgie à droite porte le numéro 667. Alex au centre correspond donc au 666, le nombre de la bête. Grâce à son imposante statue, David Prowse, qui joue le garde du corps de l'écrivain, interprétera plus tard Dark Vador dans Star Wars. Et oui, c'est David Prowse, le fameux, qui joue le rôle du garde du corps de l'écrivain. La plupart des lieux de tournage d'Orange Mécanique se situent dans Londres et sa banlieue, de façon que Kubrick puisse être rapidement sur les lieux, sa maison étant située à Barnet Lane à Elstree. Les quelques scènes à pas avoir été tournées sur des lieux existants sont le Korova Milk Bar, la partie intérieure de la prison, Alex prenant un bain dans la maison de Monsieur Alexander et les 2 scènes correspondant dans le couloir. Ces plateaux de tournage ont été reconstitués dans une vieille usine de Bullard Road à Boreham Wood. Ils ont aussi servi de bureau pour la production. L'attaque du clochard est filmée sous un passage souterrain, rénové depuis du rond-point de Wandsworth Bridge à Wandsworth, à Londres. Une scène inutilisée du film est l'attaque du professeur tournée dans le centre commercial Friar Square, qui est maintenant couvert à Aylesbury, dans le Buckinghamshire. Mais la scène est coupée car l'acteur qui devait reconnaître Alex plus tard dans le film meurt durant le tournage. En fait, ce sera le clochard qui reconnaîtra Alex. La bagarre avec le gang de Billy Boy a lieu dans l'ancien hôtel de Carcino, démoli depuis sur l'île de Tag, à Kingston-upon-Thames, dans le Middlesex. L'appartement d'Amex est au sommet de la tour du bloc Century House à Boreham Wood, dans le Middlesex. Une plaque extérieure bleue et faite de mosaïques commémore le lieu de tournage. Voilà. Après, avec Bonnie et Clyde, sorti en 67, La Horde Sauvage, sorti en 69, L'Inspecteur Harry, sorti en 71, et Les Chiens de Paille, 71 aussi, Orange Mécanique fait partie de ces films qui ont libéré l'expression de la violence au cinéma et sur lesquels la censure en général limitait son contrôle. Au Royaume-Uni, Orange Mécanique est hautement sujet à controverse, et même Kubrick émet des réserves quant aux réactions du public. Le film est à la 21e place des AFI 100 Years sans thrill, soit les 100 meilleurs thrillers du cinéma américain publiés en 2001, et à la 46e du top 100 de l'American Film Institute. Bien qu'il ne soit plus qu'à la 70e place sur 100 de la deuxième liste publiée en 2007, Alex Delarge est la 12e place sur 50 dans la catégorie des méchants dans l'AFI 100 Years, publié en 2003. Le film est à la 4e place des 10 plus grands films de science-fiction du cinéma américain, publié par l'AFI 10, Top 10 en 2008. Il obtient 89% de critiques positives sur Rotten Tomatoes sur 47 avis et une note de 8,4 sur 10 sur IMDb. Après la sortie du film, plusieurs délinquants britanniques ayant interprété des actes de violence gratuite se sont vantés d'avoir pris l'exemple sur le film. Mais selon le réalisateur John Baxter, aucune preuve n'a jamais été rapportée à l'appui de cette influence supposée du film. Les lettres de protestation, voire de menaces, envahissent alors la boîte aux lettres de Stanley Kubrick, qui avait quitté les États-Unis pour l'Angleterre, et des mécontents se groupent devant chez lui. Pour protéger sa famille, il demande à la Warner Bros. De retirer le film des salles de cinéma britanniques en dépit de son grand succès. Fait unique, la société de production obtempère et le film est retiré après 61 semaines de projection en salle. Tout de même, l'occultation dure 27 ans et ne disparaît qu'après la mort de Stanley Kubrick en 1999, avec une sortie en VHS et DVD, et ce n'est qu'en 2000, c'est-à-dire après la mort de Kubrick, que le film est à nouveau projeté au Royaume-Uni. À la sortie du film en 1972, l'opinion publique s'était dit extrêmement choquée que la violence du film soit représentée de manière esthétique, lui donnant des ambiances de fête, notamment dans les actes commis par Alex et la bande au début du film. Dans les bonus du DVD du film, il est dit que les censeurs n'ont finalement rien à retrouver à redire sur le film
et se sont même déclarés étonnés de sa réputation sulfureuse au vu du contenu réel qui justifiait selon eux la violence gratuite du début du film. Le film est exploité en salle pendant 24 ans sans connaître aucune distribution vidéo ou diffusion à la télévision. Warner Home Video édite pour la première fois la VHS en février 1996. Le film est diffusé pour la première fois à la télévision sur Canal+, le 14 novembre 1996. Le film, soulevant toujours autant de polémiques, c'est de la provocation, écrit le journaliste Richard Canavo dans le Nouvel Obs. Télérama juge les dirigeants de Canal+, très légers, voire irresponsables. La chaîne annonce qu'elle renonce à le représenter en première partie de soirée et le diffuse en deuxième partie, assortie de la signalétique d'avertissement interdit aux moins de 16 ans. Aux États-Unis, il fera 26 589 000 $ et en France, 7 millions quand même d'entrées, ce qui n'est pas rien. Il a eu le prix Hugo de la meilleure œuvre dramatique, le NFCC Award 72 du meilleur réalisateur, le meilleur NFCC Award 72 du meilleur film, à la Mostra de Venise 72, le prix Pasinetti. Voilà. Il y a eu une adaptation théâtrale qui a été faite. L'auteur du roman d'origine, Anthony Burgess, a adapté lui-même son roman en une version musicale pour la scène en 1986. Cette adaptation de l'œuvre au théâtre est une première mondiale. En Grande-Bretagne, le roman a inspiré bien des adaptations pour la radio ou la scène en dehors des versions cinématographiques de Kubrick. La BBC a réalisé la première adaptation filmée du roman, le premier chapitre seulement, pour l'émission Tonight à la sortie du livre en 1962. Elle a également créé en 1998 la première adaptation sous forme de dramatique radio. Des troupes de théâtre ont proposé leur propre vision de l'œuvre. La première adaptation connue a été montée par John Godber au Festival d'Édimbourg en 1980. Et en 1998, The Ensemble Theatre of the North England filmait une interprétation très contemporaine du roman, dans laquelle les Droogs sont des skinheads accomplissant leurs méfaits sur de la musique techno. En France, Orange Mécanique a été adapté au Cirque d'hiver à Paris en février 2006 par Alexandre Berdagne et Clara Logereau-Lasserre, mise en scène par Thierry Harcourt. La pièce, annoncée comme très crue, est interdite aux moins de 16 ans en raison du caractère ultra-violent de l'œuvre. Une adaptation théâtrale a eu lieu à Linz en Autriche en 2012. Elle était également interdite aux moins de 16 ans. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film à la musique superbe et à l'esthétique superbe aussi. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de le voir ou de le revoir, bien sûr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi les petits commentaires et les petits likes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce type. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.